200 ans déjà que souvent pour le meilleur et parfois pour le pire aussi, le Valais fait cause commune avec la Confédération. Anniversaire officiellement célébré aujourd'hui et demain dans les rues de Sion. Le Valais, 20e canton à avoir rejoint la Suisse, plutôt à contre-cœur à l'époque d'ailleurs. Le Valais qui s'est souvent caractérisé par son côté frondeur, et ce n'est certainement pas notre invité du jour qui va nous démentir. Bonjour Marie-Claude Morand. Bonjour. Merci Simon. d'être avec nous. Vous êtes ici à Lausanne, ancienne directrice des musées cantonaux du Valais. Alors je disais frondeur, on a l'impression que le Valais l'a toujours été à l'époque 1815, encore aujourd'hui. D'ailleurs, si on se repenche sur l'histoire, il aura fallu indirectement l'effort conjugué d'un certain Napoléon Bonaparte et du chancelier autrichien Metternich pour que le Valais concède, c'est le terme, à rejoindre la Confédération helvétique. Ça a toujours été difficile, les rapports entre le Valais et la Confédération. C'est comme ça qu'il faut lire l'histoire. Je pense qu'il y a un fond de vérité. Effectivement, Valentin Sigristen, qui représentait le Valais à cette négociation, aurait souhaité l'indépendance pour faire le ménage habituel du Valais. Et ce terme, disons, de faire son petit ménage entre soi, caractérise assez bien encore aujourd'hui le Valais. En tout cas, c'est une des épines dans le pied que le Valais trimballe depuis 2 siècles. Parce qu'effectivement, ce bicentenaire devrait être l'occasion de se poser la question de reconnaître en fait qu'est-ce que la Suisse a apporté au Valais et qu'est-ce que le Valais a apporté à la Suisse. Il le fait. Vous pensez que la question est vraiment bien posée comme elle doit l'être aujourd'hui et demain, puisqu'on parle de cérémonie officielle, ou est-ce qu'on élude un peu cette question-là ? Je pense qu'effectivement on l'élude, même si elle a été suggérée. Il y a aussi eu l'acte du Conseil d'État qui a resigné, disons, son adhésion à la Suisse publiquement ces derniers jours, mais finalement le Valais reste encore dans cette, je dirais, crise d'adolescence où... 200 ans, on n'est plus ado. Vous savez, parfois. Et où on se pose des questions sur soi-même. Tout ce bicentenaire est marqué par une grande crise d'introspection où on se demande, Valais, quel est ton ADN, qu'est-ce qui fait le Valais, etc. Mais on se soucie assez peu de la relation justement du Valais avec la Suisse. Ce qui prouve bien que les liens sont toujours un peu délicats. C'est vraiment l'illustration de ça. Peut-être, oui, mais c'est effectivement, c'est pas que ce sont des liens délicats. C'est des liens, je pense, qui n'ont pas encore été rendus conscients en Valais. Comment vous l'expliquez, vous, ça, c'est le fait qu'on soit encore dans l'inconscient collectif peut-être aux Valaisans, Marie-Claude Morand? Probablement parce que justement c'est une adhésion que les politiciens n'ont pas portée comme quelque chose de volontaire et de sexy entre guillemets. Et donc malgré tout le message ne passe pas. Tant qu'on n'aura pas fait un effort officiel et pas seulement comme ça, disons, dans la volonté populaire de quelques-uns, tant qu'il n'y aura pas officiellement une reconnaissance, une mise en œuvre, une mise en scène de ces liens qui ont favorisé le Valais. Le Valais a quand même, grâce à la Suisse, le Valais a une partie des Valaisans ont, entre guillemets, une possibilité de s'exprimer. Il y a une ouverture qui se fait grâce à la Suisse, un nouveau statut. Et tout ça, ça n'est pas du tout encore reconnu officiellement et porté, disons, à sa juste valeur. Qu'est-ce que vous attendez alors qu'un président du gouvernement, qu'un Jacques Mély ou autre, prenne la parole, fasse un discours officiel? Qu'est-ce que vous attendez de plus que des cérémonies telles qu'elles ont lieu ces 2 jours? Parce que vous parlez d'officialiser tout cela. Oui. Il faudrait quoi? Il faudrait bien sûr une prise de position, mais pas seulement. Il faudrait que les festivités du bicentenaire reflètent ça. C'est-à-dire qu'au lieu de se pencher sur des expositions qui mettent en scène le Valais comme il est depuis 200 ans, et qu'est-ce qu'il devient, qu'on mette en scène cette relation. Qu'on montre ce qu'est ces liens-là, qu'on les explique, qu'on les fasse voir au public, et pas seulement au public valaisan. J'ai été, entre guillemets, quelque peu
surprise de voir dans l'enquête du Nouvelliste faite en Suisse où qu'est-ce qu'il faudrait changer du Valais. 13 pages aujourd'hui consacrées au bicentenaire. Exactement, et qu'est-ce qu'on pense du Valais ailleurs. Et pour la plupart, en fait, je pense que les Suisses n'ont pas tout à fait aussi cette conscience-là. Ils sont devenus piégés par l'attractivité du Valais, par ce côté flamboyant du Valais. Par quelques clichés aussi. Oui, et ils ont pas du tout non plus cette idée d'un Valais qui pourrait avoir eu de la Suisse des avantages. Oui. Quelle serait, à votre avis, faisons un peu de politique fiction, de rétro-politique fiction, quelle serait, à votre avis, la réponse des Valaisans d'aujourd'hui si on leur posait la question de l'adhésion de leur canton à la Suisse? Ils diraient oui, ils diraient non, parce que c'est vrai qu'on a entendu, rien qu'il y a 2 ans, après l'initiative Weber, etc., des gens qui brandissaient quelques petites menaces sécessionnistes, puis même en haut lieu, des politiques qui ont dit non, mais nous, on va demander notre attachement, je sais pas, à la Lombardie ou ailleurs, ou devenir autonome. Aujourd'hui, si on pose la question aux Valaisans, êtes-vous pour ou contre l'adhésion à la Confédération helvétique? S'ils n'y étaient pas encore, ils répondraient quoi? Je pense qu'il répondrait oui. Oui, un petit oui ou un bon oui? Je ne sais pas si ce sera petit ou pas, mais quand justement, puisqu'on revient là-dessus, après la votation sur la Lex Weber, entre guillemets, eh bien, il y a eu cette initiative du passeport valaisan. Oui. Mais en fait, il n'a pas excédé quelques milliers de personnes. Donc, en fait, je crois que le Valaisan, fondamentalement, est attaché à la Suisse. Il ne le sait pas très bien pourquoi encore. Et c'est ça qui manque, je dirais. Mais je pense qu'on dirait oui. Il y a un hiatus entre le Valaisan, comme vous dites, le peuple valaisan, qui est multiple comme tous les peuples souvent, et ses élites, et notamment ses politiques. Il y a un vrai hiatus, selon vous, Marie-Claude Morand? Je ne dirais pas qu'il y a un hiatus. Il y a, je pense, je crois que le problème fondamental, il est que je crois que les politiciens pensent pas assez large en général. C'est-à-dire qu'ils ont un discours très restreint en pensant qu'en portant la valaisanité comme quelque chose, disons, à préserver au point d'en faire un instrument de combat, c'est quelque chose de porteur. Et je pense que là, ils ne prennent pas en compte la largeur d'esprit de leur peuple. Vous étiez directrice des musées cantonaux valaisans pendant longtemps, figure du Valais, Marie-Claude Morand, fonctionnaire en quelque sorte. Vous avez côtoyé les politiques tous les jours. Ça n'a pas dû être facile tout le temps. Quel a été votre rapport aux politiques? Il y avait de la friture sur la ligne souvent? Je dirais pas de la friture, non. Par contre, il y avait effectivement comment dire, il faut convaincre. L'important, c'est ça, c'est qu'en Valais, comme dans beaucoup d'autres cantons d'ailleurs, la culture n'est pas quelque chose de prioritaire, elle n'est pas un instrument de visibilité. Donc, il y a beaucoup de travail à faire pour justement, je crois, élargir le champ des possibles du politique. La culture n'est pas un instrument de visibilité, dites-vous. Ce sont des propos quand même assez forts. Écoutez, je crois que d'une certaine manière, c'est presque un atout pour les Suisses. Quand je vois dans des travaux internationaux, que je vois mes collègues ou mes anciens collègues directeurs de musées qui sont investis par le politique, il y a là une limitation et une instrumentalisation très difficile à supporter. Oui, parce que pardonnez-moi de vous interrompre, parce que vous dites pour le Valais, on pourrait le dire pour l'ensemble de la Suisse. Oui, exactement. Tandis que cette liberté, entre guillemets, nous donne beaucoup de possibilités d'intervenir dans le champ professionnel. Par contre, dans le champ public, on n'est pas du tout soutenu. Et c'est là que, disons, il y a quelque chose qu'on pourrait aménager. Il faut être différent de la France ou de l'Italie, disons, dans leur façon d'instrumentaliser la culture du point de vue politique, mais disons, le laxisme, parce que je crois qu'on ne peut pas utiliser d'autres mots, le laxisme politique envers la culture en Suisse, il est assez déplorable aussi. C'est du laxisme, c'est de la méconnaissance, c'est de l'inculture, pour reprendre ce terme-là?
Je pense que, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est de l'inculture, mais c'est une incompréhension de la nature de la culture. La culture, c'est l'incarnation, en fait, de l'esprit d'une nation, d'un groupe, d'une société. Donc, la culture, c'est tout aussi important qu'une décision politique. Ça fait même partie des décisions politiques. Et je ne comprends pas que les politiciens puissent s'en dessaisir en imaginant que c'est une question d'experts. Non, ce n'est pas une question d'experts, c'est une question de comment on veut se présenter face à sa population et face aux populations d'autres pays. Il y a l'aspect financier, bien évidemment. Le débat sur la subvention de la culture, Dieu sait qu'on l'a eu. On peut le revoir juste un instant ce matin avec vous. Qui doit payer pour la culture? Mais tout le monde doit payer pour la culture. Est-ce que ça doit rester du domaine du privé, du partenariat public-privé? Tout le monde. C'est-à-dire que ça doit être d'abord quelque chose de public. Donc l'État doit d'abord mettre de l'argent. D'abord l'État et les collectivités publiques, parce qu'il n'y a pas que l'État dans les collectivités publiques. Qui paye commande, non? Mais ce n'est pas une question de commande. La culture, je crois qu'il faut dissocier ça. Si on pense que la culture est vraiment l'incarnation d'une société, il n'y a pas à commencer à intervenir là-dessus. Il y a à la favoriser, à lui donner des moyens de devenir ce qu'elle pourrait être, c'est-à-dire vraiment cet instrument de visibilité et cet instrument de réconciliation. Parce que c'est bien à travers la culture que les gens se parlent. C'est bien à travers la culture que la Suisse existe. Plaidoyer pour la culture, Marie-Claude Morand, vous dites on est différent des Français, des Italiens, etc. Mais on n'y arrive pas encore en Suisse. Quel pays a réussi ça? Quel pays a réussi ce dont vous parlez là? Est-ce que vous avez un exemple avec sa culture? Je dirais que, disons, l'idéal n'existe pas, mais peut-être le meilleur exemple, c'est encore quand même l'Italie, avec sa volonté, disons, de garder la culture en main publique. Ça s'est un peu privatisé d'ailleurs ces derniers temps, hein, le Colisée de Rome. On est bien d'accord. Mais disons, grosso modo, les grands leviers sont quand même aux mains publiques, même si le financement est assez désastreux ces dernières années. Il y a eu des coupes vraiment terribles. Mais il y a quand même cette conscience qui est très vive et qui se voit dans toutes les réunions qu'on a entre professionnels où finalement les grandes régions, même les villes, elles supportent la culture. Quand il y a un événement culturel, elles sont là, elles le font vivre et elles le montrent comme si c'était, et comme ça doit être, un événement important de la vie du pays, de la nation. Tandis que chez nous, c'est vraiment... Allez, c'est à part, c'est quelque chose qu'on met dans les coins. On cache sous le tapis, ouais. Plaidoyer vibrant pour la culture. On va revenir en Valais. Allez, Simon Corté, vous êtes avec nous, tout comme Patrick Chaboudet. À quand une histoire, non pas des Valaisans dans leur ensemble, mais des Valaisannes? Question en page 2 du Nouvelliste, le journal qui consacre donc ses 13 premières pages du jour au bicentenaire. À quand une histoire des Valaisannes? Demande Jasmina Cornu, la doctorante de l'Université de Lausanne, explique qu'il y a encore tout un champ à défricher dans plusieurs domaines et que le Valais bénéficie d'une documentation de qualité au regard d'autres régions des Alpes, notamment pour le Moyen-Âge. Des documents qui ne demandent qu'à être analysés pour appréhender une part de l'existence sociale et professionnelle des Valaisannes à travers les siècles. Avis donc aux chercheurs et aux chercheuses, lance la doctorante. Pourquoi cette place des femmes dans l'histoire valaisanne est si mal connue selon vous, Marie-Claude Morand? Parce que c'est assez simple. Je crois que ce n'est pas d'ailleurs le cas seulement du Valais. C'est que, disons, cette habitude de distinguer les hommes et les femmes fait que, bien sûr, il y a cette situation. Moi, je suis contre, j'ai milité d'ailleurs, je suis pourtant assez féministe dans ma pensée, mais je suis contre de faire des histoires séparées. Des quotas, par exemple? Non, je suis pour les quotas, ça c'est un instrument. Ouais, je suis pour les quotas. Je suis pour les quotas, il y a des quotas pour les langues, je ne vois pas pourquoi il n'y aurait pas des quotas actuellement dans la situation où on est, où justement on sépare les choses. Mais pour si on faisait vraiment une histoire des Valaisans qui laisse la place aux Valaisannes, là, ça, ce serait une véritable
entreprise juste. Mais faire une histoire politique du Valais où il n'y a que des hommes dedans, et puis faire à part une histoire des femmes valaisannes comme si c'était une curiosité, comme si c'était anormal. C'est aussi une stigmatisation, c'est Exactement. ce que vous nous dites. Ouais. Tandis que de faire une vraie histoire mixte, une véritable histoire du Valais, oui, alors je suis pour. Elles ont beaucoup compté dans l'histoire du Valais, les femmes. Je vous pose la question parce que j'imagine que la réponse est oui. Oui, elles comptent toujours, comme partout, mais je dirais que peut-être en Valais, la femme a une place plus importante parce qu'elle n'a jamais, malgré son statut, je dirais peut-être en retrait publiquement, elle a toujours compté énormément, elle n'a jamais été soumise. Les femmes valaisannes ne sont pas des femmes soumises. Dans la société, il n'y a pas de discrimination de ce côté-là. C'est seulement au moment où on arrive, disons, dans la sphère des fonctions, de la politique, des charges publiques, que cette discrimination se fait. Mais elle ne se fait pas socialement. Elle n'est pas à la maison, il n'y a pas de discrimination. Non. Je dirais même que c'est la femme qui commande. Voilà. Tant mieux, tant mieux. Et autre question, toujours dans le Nouvelliste, Simon Corté. Qu'auriez-vous fait il y a 200 ans, puisqu'on en parle? Oui, parmi les réponses, celle d'Anne-Claude Luisier, ingénieure en denrées alimentaires et qui tente de se projeter au début du 19e siècle, lorsque son canton est entré dans la Confédération. Alors, dans son domaine, celui de la santé, elle pense dans un premier temps à sage-femme, mais elle ne voit pas vraiment dans les deux profils de l'époque, celui de la matrone illettrée ou celui de la jeune femme aux bonnes mœurs encadrée par des hommes. Non, Anne-Claude Luisier avoue que dans ces conditions, elle se serait exilée, non pas à cause de la pauvreté, dit-elle, mais pour aller chercher la science et la connaissance à l'étranger. Et vous, Marie-Claude Morand, qu'auriez-vous fait en Valais il y a 200 ans? Quelle profession, quelle fonction auriez-vous occupé? Il y a 200 ans en Valais. 150 ans, 100 ans. Oui, non, mais 19e siècle, là, je pense que j'aurais aimé, disons, être quelqu'un qui puisse participer justement à ce à cette nouvelle Suisse, à cette nouvelle Europe. Je trouve que c'est une période particulièrement intéressante et donc qu'il ne fallait pas s'exiler au contraire, mais plutôt travailler à l'intérieur pour profiter au maximum de tous ces courants novateurs et accoucher de quelque chose peut-être de meilleur. Une femme politique, la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga, Patrick Chaboudet, très présente dans la presse alémanique ce matin, elle défend la politique d'asile de Berne. Oui, Simonetta Sommaruga qui se fait l'avocate des Érythréens, c'est une formule de la NZZ. Elle soutient l'accueil des requérants en provenance de cette dictature africaine. Elle utilise d'ailleurs le mot dictature dans une interview dans le Bund. C'est un pays où règne l'absence de droit et l'arbitraire et, dit-elle, aucun pays européen ne procède actuellement à des renvois de requérants vers l'Érythrée. Alors la conseillère fédérale peut comprendre que les cantons soient dans une situation difficile. Elle note tout de même que la Confédération les a en partie déchargés en augmentant ses capacités d'accueil. Et, dit-elle, on ne détermine pas qui reçoit l'asile ou pas en fonction de considérations politiques intérieures. C'est une question juridique. Êtes-vous d'accord avec Madame Sommaruga? En tant que valaisanne, c'est un canton frontière qui a reçu beaucoup de migration. Donc vous êtes aussi concerné par le problème. Est-ce qu'elle a raison de tenir ce cap-là? Elle a totalement raison, sauf que peut-être je dirais le discours en s'appuyant uniquement sur l'argument juridique pour moi, n'est pas totalement pertinent. C'est-à-dire qu'en fait, il faut aussi utiliser l'argument humanitaire. On ne peut pas rester comme ça dans notre petite Suisse bien tranquille et bien protégée sans rien faire face à ce qui se passe. Les Suisses ont bénéficié énormément de l'accueil d'autres pays lorsqu'ils ont été dans des situations difficiles à la fin du 19e et au début du 20e siècle. Et je ne comprends pas aujourd'hui qu'on ne puisse pas avoir ce retour alors qu'on est dans une position financière et économique une des plus enviables de toute l'Europe, voire du monde. Et moi, je trouve ça assez scandaleux, les discours qui se profilent aujourd'hui sur la scène politique et même, je dirais, dans la population où
on est au compte-gouttes pour les réfugiés alors qu'il y a des drames vraiment incroyables à nos portes et qu'on ne fait rien, alors qu'on était très content d'aller chercher plein de migrants quand l'économie en avait besoin. Et aujourd'hui, on n'est même pas capable de faire un effort. Je trouve ça assez scandaleux, personnellement. Bon, on termine avec un sujet de cohabitation, mais un peu plus léger quand même. Quoique parfois il y a des drames. La cohabitation dans les pâturages. Dieu sait qu'il y a des pâturages dans ce canton. Elle n'est pas toujours évidente entre les vaches et les touristes. Patrick Chaboudet. Oui, ça peut même être très rarement, c'est vrai, et heureusement, avoir des conséquences graves. Dans les Grisons, une femme est morte récemment piétinée par des vaches qui avaient de jeunes veaux et se sentait menacée. Et bien du coup, certains s'interrogent, nous dit la Basler Zeitung, marcher dans les pâturages est-il risqué ? Non, pas vraiment, mais il faut respecter quand même certaines consignes de prudence qu'énumère le quotidien. Pas de mouvement brusque, marcher tranquillement à l'écart des vaches. Ne pas les approcher non plus de front ou par l'arrière, tenir les chiens en laisse naturellement, et puis rester proche des clôtures électriques, qu'elles ont un effet dissuasif sur les vaches. Pas si léger, effectivement, parce que c'est notre rapport à la nature qui est interrogé là. Il y a des randonneurs maintenant, suite à ces drames, qui demandent de clôturer tous les prés où les vaches broutent et allaitent. Est-ce qu'il faut aller jusque-là, Marie-Claude Morand, ou laisser les choses se faire naturellement, plus naturellement ? Je suis tout à fait de cet avis. Je pense que, comme vous dites, aujourd'hui, on veut être sûr partout. C'est pas seulement dans l'environnement, c'est aussi dans la politique. On veut pouvoir aller partout. C'est l'hygiénisation de la société. Totalement. Ouais. Et je trouve bienvenu, disons, entre guillemets, que le risque existe encore et qu'on puisse avoir peur quand on traverse un pré des vaches, parce que les vaches, c'est quand même pas seulement un animal pour nous faire du lait en brique qu'on consomme le matin ou des yaourts. C'est bien de continuer à avoir peur, dites-vous. Mais vous avez jamais été tenté par la politique active ? Vous avez un discours très politique ce matin. Mais la culture, c'est de la politique. Belle conclusion. Magnifique conclusion. Merci beaucoup, Marie-Claude Morand, ancienne directrice des musées cantonaux-valaisans. Vous étiez ici à Lausanne dans notre studio. Belle journée. À vous aussi.